toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Qu'est-ce qui se passe dans l'univers des réseaux sociaux? Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être entendu, il y a de cela quelques semaines maintenant, Elon Musk s'est introduit comme actionnaire majoritaire au sein de Twitter. Twitter, qui je le rappelle, est coté en bourse. Sauf que, de par cette injection, on va dire, de capitaux dans le capital de Twitter, Elon Musk devenait alors un partenaire, un actionnaire qui avait sa place au conseil d'administration. Sauf que, évidemment, le problème pour ce conseil d'administration, qui est dans une ligne, on va dire, politique, idéologique, dans laquelle parfois Elon Musk ne s'est pas gêné d'essayer de brocarder de par quelques tweets. Sauf que, en effet, s'il possédait jusqu'à présent 10% du capital de Twitter, Twitter était plus ou moins gêné. Gêné tout simplement parce que certains de ses tweets auraient pu être censurés, supprimés. Sauf comme il est actionnaire de Twitter, eh bien ils ne l'ont pas pu. Et puis, on a vu Twitter tout d'un coup se radicaliser par rapport à l'idéologie dominante, avec surtout l'intervention de Dorsey, qui aujourd'hui ne fait plus partie de Twitter, puisqu'il a vendu ses parts, dont d'ailleurs on a été pendant un certain temps un petit peu douteux de son équilibre mental, surtout du fait de son intervention devant la commission parlementaire qui était presque assez ubuesque, fantasmagorique, on va dire. Mais voilà, c'est de l'histoire ancienne, il ne fait plus partie de Twitter, même s'il avait une certaine influence de par ses idées très progressistes. Néanmoins, le concept même de progressisme au sein de Twitter impose une certaine éthique, impose une certaine règle. Sauf que cette règle, évidemment, on a vu ce que ça a donné avec la campagne présidentielle américaine, ça a été une multitude de censures, alors parfois justifiées, sur des propos parfois nauséabonds, sur des propos non argumentés, non prouvés, comme aussi l'opportunité aussi de censurer des gens qui disent des choses ou qui disent certaines vérités, ou tout au moins certains propos, ou certaines phrases ou certaines idées qui amènent parfois la réflexion ou amènent la question. C'est remettre en question parfois même certaines convictions de la part de certaines personnes qui sont sur Twitter. Et surtout, pendant la campagne présidentielle, alors, ça a été relativement modéré, il n'en est pas moins qu'un certain nombre de personnes, aux idées particulières, aux idées souverainistes, aux idées populistes, ont été bannies de Twitter durant cette campagne présidentielle française. Or, le fait que Elon Musk injecte dans le capital cette somme d'argent, et qu'il le fait donc maintenant comme étant un personnage incontournable dans la décision, dans le conseil d'administration, eh bien le conseil d'administration a décidé de passer outre ce principe et à tergiverser par des procédures administratives, etc., pour faire en sorte que, oui, alors Elon Musk, en effet, aujourd'hui détient une forte proportion de capital, mais il est hors de question qu'il siège au conseil d'administration. Que cela tienne, cela fait depuis maintenant quelques jours qu'Elon Musk a quasiment fait une OPA, une offre pour achat, sur Twitter. La situation pour l'instant est en discussion, la situation est en négociation, parce que tout simplement, que fait Elon Musk? Eh bien Elon Musk, il met tout simplement un gros chèque sur la table. Mais alors, attention, quand il met un gros chèque, ça ne veut pas dire qu'il achète Twitter. Il faut que le conseil d'administration, que les autres partenaires acceptent cette OPA. Le seul problème, c'est que Twitter est en bourse. Or, il faut savoir que si aujourd'hui, l'action boursière de Twitter oscille, je crois, les 40-45 $, avec le chèque de Elon Musk, il fait monter l'action à 54 $. Donc vous comprenez que tous les actionnaires, évidemment, se disent « c'est un bon parti ». Et le pire, c'est que si pour l'instant, on est en négociation, on est en discussion, on le sait, Elon Musk est capable de faire monter
le prix et la valeur de l'action jusqu'à 60 $, pour dissuader l'ensemble, ou tout du moins la majorité des actionnaires, de dire au conseil d'administration, ou tout du moins aux autres partenaires, vendez, acceptez l'offre d'Elon Musk. C'est assez amusant parce que finalement, satisfaire le business Twitter va finalement à l'encontre de toutes les valeurs fondamentales, moralistes, de la bien-pensance que Twitter s'est imposée pour faire sa morale, pour faire sa censure, pour faire sa modération. Et ce qui est très intéressant, c'est que si jamais Twitter, ou tout du moins les actionnaires, cèdent à l'offre d'Elon Musk, eh bien dans ce cas-là, Twitter devient propriété d'Elon Musk. Et ce que beaucoup voient dans l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, c'est remettre un peu de liberté d'expression. Et ça, eh bien finalement, ça vient se rajouter aux autres problèmes que l'autre réseau social dont on a parlé, qui est Facebook. Sauf qu'évidemment, beaucoup de médias font moins l'information sur ce fait. Sur le fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont été hégémoniques, ceux qui ont été leaders sur le marché, eh bien aujourd'hui sont en train tout simplement de récupérer un effet boomerang. Facebook, on en a parlé. Twitter aujourd'hui, en proie à tomber entre les mains d'Elon Musk. Mais aussi Google. Quand je dis Google, c'est Alphabet. Quand je dis Alphabet, c'est aussi YouTube, puisque YouTube appartient à Google. Et bien même YouTube aujourd'hui, de par son souci de ne pas laisser filtrer des informations, des images, des propos, qui sont à la mesure de ce que l'on pourrait considérer comme éventuellement répréhensible ou moralement non conforme au statut et aux règles fondamentales de YouTube. Le seul problème, c'est que depuis quelque temps, et nous en avons eu un exemple avec cette chaîne YouTube de déboxing d'objets collector, c'est que aujourd'hui certaines chaînes, qui pourtant n'ont rien de particulier, eh bien, ont des problèmes aujourd'hui avec YouTube. Tout simplement parce que certaines chaînes qui n'ont pas ou qui ne brassent pas énormément d'argent, eh bien malheureusement sont parfois soit hackées, soit ont été corrompues par des éléments extérieurs. Sauf que les boots, les algorithmes de YouTube, ce ne sont que des machines. Des machines qui à un moment donné vont même aller chercher jusqu'au pixel près ce qui pourrait être considéré comme une image non conforme aux règles d'utilisation de YouTube. Le seul problème, c'est que si on analyse, ou lorsque les chaînes, ou les propriétaires, enfin les propriétaires, les responsables, ou tout du moins les créateurs, les youtubeurs comme on les appelle, font appel de ces décisions, eh bien il est apparu que des nouvelles règles, des nouveaux principes, eh bien remettent complètement en question aujourd'hui le business que certains font avec YouTube. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de chaînes de gens qui vivent de YouTube, eh bien aujourd'hui, il faut savoir que si ces gens, à un moment donné, font des vidéos, alors, consciemment ou inconsciemment, de leur fait ou par des éléments perturbateurs extérieurs, si une vidéo est démonétisée, c'est-à-dire que vous pouvez la voir, mais la personne, le youtubeur, n'est pas rémunéré sur les publicités qui sont mises dans cette vidéo. Parce que certains éléments, en effet, sont susceptibles de rentrer dans le cadre des règles de YouTube qui l'autorisent à ne pas monétiser cette vidéo. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 3 vidéos démonétisées, ce que l'on appelle plus vulgairement le dollar jaune, eh bien, certains youtubeurs se sont rendus compte récemment que leur chaîne perdait en vue, mais perdait en visibilité. Et on s'est rendu compte que YouTube, lorsque vous avez 3 vidéos, alors sur un laps de temps, je ne sais plus, c'est 3 mois ou 6 mois, ou 1 an,
qui sont démonétisés, tout d'un coup, vous êtes retiré de la mise en avant de vos chaînes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez là, ici, j'ai aujourd'hui 170 abonnés. Vous êtes les seuls juges à estimer si ma chaîne mérite d'être vue par un plus grand nombre ou pas. Mais du fait d'avoir que 176 abonnés, le fait de ne jamais dépasser les centaines de vues, je suis à l'abri des bots et des algorithmes, du fait que je ne suis pas monétisé. Et donc, j'ai ma liberté d'expression. Je peux essayer de vous montrer des choses, de vous dire des choses, que si j'étais un youtubeur monétisé avec des millions de vues, eh bien je ne pourrais pas le faire aussi facilement et aussi aisément. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez déjà depuis maintenant quelques années certains youtubeurs qui faisaient des vidéos un petit peu comme moi, c'est-à-dire politiques, économiques, polémiques, qui ont fini par se faire bannir parce qu'ils invitaient ou qu'ils donnaient la parole ou qu'ils traitaient des sujets délicats. Et qui finalement ont fini par se faire bloquer. Alors, soit suspendre pendant une période, mais comme vous le savez, c'est un peu comme dans les entreprises. Si vous faites une bêtise, vous passez un conseil de discipline, vous recevez un blâme, et au bout de 3 blâmes, suspension. Et si vous refaites une même connerie et que vous devez repasser en conseil de discipline, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez être viré pour faute grave. Si ce n'est pas avant, suivant le degré évidemment de faute que vous avez commis. Et bien sur YouTube, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens ont finalement disparu. Et sont allés sur d'autres plateformes. D'ailleurs, certains d'entre vous, très gentiment, je vous en remercie, m'avaient proposé de migrer sur d'autres plateformes. J'ai une chaîne sur Odyssée, une chaîne de secours, alors qui n'est pas très actualisée en ce moment, mais au moins si jamais vous voyez que je disparais de YouTube, vous savez que cette chaîne Odyssée existe et que dans ce cas-là, je passerai directement sur Odyssée. Le fait est, c'est que YouTube aujourd'hui, qui est quand même une manne financière importante, est en train d'être critiqué justement par ces nouvelles règles. Des nouvelles règles très restreintes, qui restreignent énormément la liberté finalement de faire ce que l'on veut, plus ou moins, en respectant évidemment les règles d'utilisation de YouTube. Alors évidemment, les chaînes YouTube de divertissement, elles ne sont pas proprement exposées à ces nouvelles règles. Quoique, dans ce sens où parfois, certaines chaînes, alors des chaînes de cinéma, vous avez des chaînes d'amusement, de jeux, on parle de Squeezie, de McFly et Carlito, de Natou, de toutes ces personnalités, Cyprien aussi. Il se trouve que eux aussi ont été sujets à ces problèmes, c'est-à-dire que certaines de leurs vidéos ont été démonétisées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le malheur à un moment donné de montrer quelque chose qui ne rentrait pas dans les cordes ou dans les règles des algorithmes YouTube. Alors qu'en réalité, moi je vais vous montrer quelque chose. Ceci. Vous connaissez certainement le groupe Rammstein. Rammstein, c'est ce fameux groupe hard rock très populaire, très connu, dont personnellement j'aime beaucoup leur musique, et qui sortent actuellement leur nouvel album. Et vous avez leur premier clip, qui s'appelle TikTok, je crois, ou Zigzag. Mais en allemand, je crois que c'est TikTok. Et à un moment donné, dans cette vidéo, eh bien, on voit une paire de loches. Sauf que la vidéo n'est ni démonétisée, ni soumise à un avertissement moins de 18 ans. Mais par contre, quand vous voyez le nombre de vues, 11 millions de vues, forcément pour YouTube, c'est des pépettes. Donc vous voyez que finalement, si en effet, on peut comprendre que YouTube, en tant qu'entreprise privée, s'impose ses propres règles, met en place les systèmes et les outils pour faire la morale, et bien derrière, il y a aussi une censure idéologique. Et ça, là-dessus, malheureusement, YouTube, aujourd'hui, et quand je dis YouTube, c'est évidemment Google,
Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, certains, surtout aux États-Unis, commencent à se pencher sur ce problème. Qui plus est, nous avons appris par Google, donc Alphabet, puisque je rappelle, Google n'est pas la société, n'est pas l'entité principale, aujourd'hui c'est Alphabet, contrairement à Zuckerberg et Facebook qui n'avaient compris que trop tard qu'il fallait peut-être essayer de créer une société, une sorte de pôle dans lequel après on vient incrémenter les filiales. C'est-à-dire que si jamais une filiale a un problème juridique, etc., ce n'est pas la société principale, ce n'est qu'une filiale, ce n'est pas l'activité principale. Et ce que Google a très bien compris en créant maintenant depuis plusieurs années Alphabet, ce qui lui permet de diversifier ses activités et pas seulement rester dans ses activités informatiques, Internet, etc. Et donc, petite précision, est en fait, Google nous a envoyé, peut-être à vous aussi, un mail qui nous impose que désormais, un certain nombre d'informations, un certain nombre de propos, un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'éléments d'information seront censurés, seront presque interdites concernant les informations russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google vient de mettre un doigt dans ce que j'appelle le Miniver, c'est-à-dire le ministère de la vérité, Miniver étant inspiré de romans de George Orwell, 1984. Et ce n'est pas tout. Nous sommes en pleine campagne présidentielle, le second tour a lieu dimanche, et nous avons Macron, qui lui aussi vient de nous informer qu'il veut réguler l'Internet. Que veut dire réguler l'Internet? Comme vous le savez, que ce soit Microsoft ou Google, aujourd'hui ce sont des entités incontournables avec lesquelles l'État français, avec lesquelles l'administration française est obligée plus ou moins de travailler. Question de compatibilité, question de rapidité, question aussi d'hégémonie dans un certain nombre de secteurs de l'Internet, où aujourd'hui, évidemment, on est obligé de passer par Google ou Alphabet ou par des réseaux sociaux, qui évidemment des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, même si ça n'appartient pas, mais ce sont des réseaux sociaux qui sont des entités, qui sont des entreprises privées, et qui du fait touchent énormément de monde, sont des outils aussi de communication. Or, nous le savons, aujourd'hui un certain nombre de réseaux sociaux, plus particulièrement russes, tels que Telegram ou VK, ont encore la possibilité, l'opportunité de pouvoir diffuser de l'information, et qui plus est donc de diffuser des informations contradictoires aux informations officielles que l'on vous donne sur la guerre en Ukraine. J'ai envie de dire que finalement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Syrie. Pareil, à l'époque, l'Internet était déjà très bien démocratisé, et grâce à Internet, on a pu avoir des sons de cloche différents. Sauf qu'aujourd'hui, ces sons de cloche, eh bien, on veut les éviter. On veut vous éviter, on veut vous empêcher d'accéder à d'autres sons de cloche. Il y a récemment un article que j'avais publié, mais qui était un article RT International. Eh bien, si aux États-Unis, RT International, on peut encore accéder à ces sites, il semblerait qu'en France, vous n'y avez plus accès. Alors, est-ce que c'est le RT France, le site RT France, ou est-ce que c'est le RT International? Allez savoir. Dites-le dans le commentaire, si aujourd'hui en France, vous pouvez accéder toujours à RT. Alors, quand je dis RT, accessible hors VPN, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que, pour revenir à Elon Musk, si Elon Musk réussit à se mettre dans la poche Twitter, il risque d'y avoir des effets boule de neige. Boule de neige, pourquoi? Parce que, dans ce cas-là, ça veut dire qu'Elon Musk, alors, attention, Elon Musk, ce n'est pas parce s'il prend la tête de Twitter, va ouvrir le robinet de toutes les libertés d'expression, voire même de toutes les conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, ce monsieur aujourd'hui, qui est considéré comme parmi les plus riches des États-Unis, du monde,
à moins d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, à moins de le faire chuter. On sait faire. Quelques petites affaires comme ça, etc. C'est toujours facile à trouver. Elon Musk pourrait éventuellement être la première pierre d'un revirement de situation sur le plan idéologique, plus particulièrement aux États-Unis. Parce que je ne vous le cache pas, cette affaire d'Elon Musk avec Twitter interpelle énormément d'Américains. Et tout d'un coup, Elon Musk se met dans une position où aujourd'hui, il est regardé, il est admiré. Alors, déjà admiré pour ce qu'il est. Tesla, même si Tesla est un peu une fumisterie, mais ça marche. Mais surtout SpaceX. SpaceX, qui est la démonstration de ce qu'on disait il y a plusieurs années, qu'à un moment donné, c'est le privé qui va finir par remplacer le public. Et force est de constater qu'aujourd'hui, un grand nombre de satellites, un grand nombre de matériels, voire même de transports humains, sont opérés par SpaceX. Bien évidemment en coopération avec la NASA. Donc ce n'est pas une petite affaire qui est en train de se passer avec Twitter. Donc à suivre parce que si Elon Musk réussit son coup à mettre la main sur Twitter, eh bien il faut s'attendre à ce que dans peut-être les 6 mois, 1 an à venir, il y ait de véritables bouleversements sur la toile. D'autant plus que cela corrobore, cela correspond avec les événements actuels. Événements internationaux sur le plan politique, idéologique, géopolitique, comme économique. Affaire à suivre. Autre sujet, je vais revenir du côté de la Russie. Il se trouve que sur Facebook, il y a un texte qui est totalement prohibé, interdit de publication. Alors je vais vous le lire et vous allez juger par vous-même pourquoi ce texte est interdit sur Facebook. Son titre, c'est tout simplement « Le protecteur de la Sainte Russie contre la barbarie yankee et les hordes de l'OTAN ». Quel titre prometteur. Alors ici, l'auteur, c'est Boudanar. Je vous mettrai le lien de l'article si YouTube accepte le lien, c'est toujours pas dit. Et donc il dit ceci, ici donc il parle de la Russie, il reste encore des racines vivantes. Elles sont en train de donner des pousses. Il y aura une restauration des valeurs civiques et spirituelles. Vous, en Europe, vous êtes une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. J'ai senti tout cela dans le Vermont. Le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Le juridisme sans âme, l'humanisme rationaliste, l'abolition de la vie intérieure, toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Elles ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Ça, c'est une phrase de Solzhenitsyn. Et donc, Poutine, le monde libre, par un certain Philippe de Villiers. Je pousse Vladimir Poutine à m'expliquer la confrontation des visions du monde entre la Russie et l'Amérique. La Russie veut un monde multipolaire, m'explique-t-il. Les États-Unis le veulent unipolaire, atlantiste, mondialiste. Les sanctions sont une aberration géostratégique pour la France. Elles coupent l'Europe de la Russie alors que les complémentarités sont évidentes entre les biens industriels et les sources d'énergie, entre nos cultures et nos richesses spirituelles. L'Europe de Saint-Benoît et de Saint-Vladimir, celle de Pouchkine, de Tolstoï, de Balzac et de Victor Hugo. Ça là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire la démonstration qu'en effet. En théorie, on a plus d'intérêt à s'entendre avec la Russie que de se fâcher avec elle. Sauf qu'évidemment, s'entendre avec la Russie, surtout la Russie de Vladimir Poutine, c'est aller à l'encontre de l'impératif intérêt des États-Unis d'avoir sa mainmise sur l'Europe. La Russie avait vocation à devenir l'interface entre la Chine et l'Union européenne.
La crise ukrainienne a abîmé ce rêve eurasiatique. L'Amérique y a mis son veto. Il me fait comprendre que la Russie n'a désormais d'autre choix que de se tourner davantage vers la Chine et l'Inde, et nous les Français, nous n'avons pas d'autres horizons, hélas, que l'américanisation de l'Europe. Et ça, force est de constater que Macron a été pendant 5 ans le parfait candidat dans cette optique. Vos dirigeants passent à côté de leurs avenirs. Comme on dit en Russie, ils ne cessent de marcher sur le même râteau. Trop souvent, sans culture, ils ne connaissent plus les leçons du passé. Ainsi, ignore-t-il que l'Ukraine est historiquement un pays lié à nos affections. Quant à la Crimée, revenue à la mère patrie, l'ancienne Tchernozèse de Sébastopol, ont une importance civilisationnelle et même sacrée, inestimable pour la Russie, comme le mont du Temple à Jérusalem pour les croyants de l'islam et du judaïsme. Le baptême du grand-duc Vladimir eut lieu à Tchersonèse, en Crimée, et le baptême des Russes eut lieu à Kiev, en Ukraine. Donc ça rejoint ce que je vous avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos sur l'historique de l'Ukraine, sur le fait que l'Ukraine, qu'on veut défendre aujourd'hui comme une nation libre, etc., finalement, l'Ukraine que nous connaissons aujourd'hui est en réalité une très jeune nation. Avant cela, c'était un ensemble de territoires qui ont été sujets à des conquêtes, à des hégémonies, à des influences, à des dominations. Je rappelle la Crimée, qu'on dit appartenant à l'Ukraine, elle appartient à l'Ukraine. Pourquoi? Tout simplement parce que un jour de beuverie en 54, Nikita Khrouchtchev décide de rendre ou de donner, pas de rendre, mais de donner la Crimée au territoire ukrainien. Alors évidemment, certains sortent de cet argument, disent oui, il l'est, mais donc c'est la preuve que ça appartient à l'Ukraine. Oui, sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, on était dans l'Union soviétique, et que les gens du Politburo, lorsqu'ils s'amusaient à détacher un territoire pour l'intégrer à un autre pays, etc., s'en foutaient, puisque de toute façon, c'était des pays satellites de l'Union soviétique. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En réalité, en écoutant cet homme d'État qui cherche à embrasser l'avenir du monde et qui parle sans détour, je comprends que nous assistons aujourd'hui à une formidable inversion historique. Jusqu'à la chute du mur, la Russie représentait le bloc soviétique, le bloc soumis, et l'OTAN, le monde libre. Désormais, la Russie, libérée de toute idéologie révolutionnaire, assiste en pays libre à l'instrumentalisation de l'OTAN pour asservir le monde, à l'Amérique ainsi qu'à son modèle de société. Le monde libre, indépendant, ne serait-il pas désormais à l'Est, le monde asservi, sous domination américaine, désormais à l'Ouest? Si l'Europe et les nations européennes veulent sortir de la récession, voire d'une disparition pure et simple, puisqu'on ne nie aujourd'hui les valeurs chrétiennes qui ont forgé leur identité, elles doivent se tourner vers le monde orthodoxe, qui résiste envers et contre tous à une forme de décadence occidentale reposant sur l'individualisme absolu, le nihilisme transgressif et le consumérisme globalisé. Ce que, évidemment, pour l'opinion, on y ajoute l'aspect raciste, homophobe, xénophobe, dictatorial, autoritaire de Poutine pour avoir réussi pendant ces 20 dernières années à en dessiner une caricature auquel, ce qui est tout à fait logique, aujourd'hui les jeunes générations, ceux qui sont des adolescents, voire dans la vingtaine, sont hyper convaincus de ce portrait. Aujourd'hui, la Russie, où je vais régulièrement, ne représente plus, selon moi, une menace. Elle est même pour nous une opportunité remarquable sur le plan économique comme sur le plan moral, parce qu'elle est sortie de l'idéologie que nous avons fabriquée pour elle. Marx et Engels étaient des Européens. Elle peut donc nous aider à nous libérer nous-mêmes de nos dérives idéologiques, quelles qu'elles soient. Hélas, l'Europe n'est plus pensée comme un ensemble de nations aux cultures proches qui peuvent travailler ensemble de manière multilatérale, mais comme une idéologie, un absolu, un magma en fusion sans consistance et sous influence, l'Europe des Femen et du terrorisme médiatique. Un an après cet entretien du 14 août 2014, j'ai pu constater que l'histoire n'a pas traîné. Obama, qui tient Merkel et Hollande dans sa main, commande les destinées de l'Europe, tant le plus militaire
que diplomatique. L'Amérique a besoin d'un ennemi pour tenir et cimenter l'Alliance Atlantique qui n'a plus de raison d'être depuis la disparition du pacte de Varsovie et la chute du communisme. Il y a donc besoin d'un diable, et ce diable, c'est Poutine. S'il n'y a plus de diable, la brouette risque de perdre ses grenouilles en route. Nul ne pourra plus les retenir. Les Européens échapperont alors à la férule américaine. Alors évidemment, quand on a un tant soit peu connaissances géopolitiques, etc., eh bien, force est de constater qu'à l'époque, parce que c'est évidemment un livre que Philippe de Villiers a écrit il y a un petit paquet de temps maintenant, j'ai envie de dire que finalement, aujourd'hui, on est en train de voir la conséquence de cela. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué, au moment où Poutine a pris le pouvoir, et au moment où l'Occident s'est rendu compte qu'il avait finalement trahi ceux qu'il avait mis en place, parce qu'il ne voulait pas perdurer la politique de Helsinki, qui était le dépeçage, le dépouillage de la Russie, surtout par les intérêts aussi occidentaux, mais de reprendre les rênes du pays et de refaire de la Russie un partenaire, un pays, une entité indépendante et non des moindres sur l'échiquier politique et géopolitique international. Pendant les années 2000, c'était plus ou moins acceptable dans le sens où la Russie était dans un sale état. Mais ce qu'a fait Poutine et ce qu'il va faire à partir de 2004 et 2005 va commencer à titiller le Pentagone, et y compris l'État profond de Washington qui va commencer à comprendre que tôt ou tard, Poutine va devenir un problème. J'ai vu de près les Américains pendant la guerre, je les aime beaucoup. Ils ont de l'allant, mais ce sont des grands enfants, ils jouent avec le monde. Et je peux vous dire que là, je suis tout à fait à 100% d'accord avec lui. Il faut croire qu'aujourd'hui, les Européens sont aussi devenus puérils. La différence entre les enfants et les adultes, c'est le poids de l'histoire et le prix de leurs jouets. Et là encore, c'est tout à fait vrai. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un livre de Coustard qui parlait de la société des plaisirs en Europe, avec l'avènement justement du divertissement, des plaisirs, après la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment ce que les Américains ont apporté aussi lors des 30 Glorieuses. Pour l'heure, la brouette transatlantique accompagne une queue de convois. Les pyromanes américains, partout où il leur prend l'envie d'aller mettre le feu, le Kosovo, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. Leurs voyages sont nos voyages, leurs conflits, nos conflits, leurs aventures, nos aventures. C'est la définition même d'un protectorat. Et là-dessus, j'ajouterais qu'aujourd'hui, on est au-delà de cela, puisque aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont en train tout simplement de se servir de l'Europe comme bouclier. Notre président est un proconsul américain qui a choisi de rendre visite à Castro plutôt que d'associer la France à la grande commémoration patriotique du 9 mai 2015 à Moscou. C'est plus qu'une faute, une erreur stratégique, qui est passée inaperçue car beaucoup d'intellectuels français ont salué cette entrevue historique à la une des journaux. Sans doute avaient-ils la larme à l'œil à cause de leurs souvenirs de jeunesse. Ces gens-là en veulent à Poutine de ce qu'ils ne sont plus. Ils l'accusent d'être un ancien du KGB quand eux-mêmes ont passé leur jeunesse à lire Mao, Castro, Pol Pot. La presse française a parlé de l'isolement de Poutine, le jour de cette parade militaire qui célébrait les 70e anniversaire de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Un drôle d'isolement. Sur l'estrade officielle, le président de la Russie était entouré du président de la Chine et du Premier ministre de l'Inde. À la tribune, il y avait donc 3 milliards d'hommes représentés lors des manifestations. Le Parti communiste chinois a ensuite déclaré cette cérémonie a propulsé à un nouveau stade le partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie. Bientôt en Europe, on dénoncera chez Poutine cette dérive vers l'Asie. Ainsi, lui reprochera-t-on ce qu'on a provoqué. Moscou est devenue la capitale du système polycentrique face au bloc unipolaire sous clé américaine. La diplomatie européenne, au contact des grands enfants yankees, est devenue infantile. Elle relève d'un monôme
dans une cour d'école. Hollande met la main sur les épaules de Merkel, qui les dispose sur les épaules d'Obama. Et en avant pour le tour du monde. Seul l'Américain sait où il va. Au rebours de nos intérêts, les sanctions contre la Russie ont des conséquences stratégiques pour l'Europe. Leur but caché n'est pas de mettre la Russie à genoux, mais d'empêcher que la coopération entre Russes et Européens n'engendre le premier concurrent de l'économie américaine. Seule la France peut aider l'Europe au nécessaire retournement stratégique que le président russe appela à ses vœux à la fin de nos entretiens. Et là, De Villiers a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que si en Europe, on avait eu moins de pression américaine, la France était le pays idéal, le pays même adulé pour préserver, développer les liens avec la Russie. Sauf que toute la chienlit médiatique sous contrôle de gens plus ou moins, voire même carrément atlantistes, ont fait le travail pour endurcir, rendre totalement hermétique l'idéologie caricaturale qu'on devait imposer à l'opinion française sur Poutine. Alors attention, je précise, ça ne veut pas dire que Poutine est parfait. Il a ses défauts. Il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités et ses défauts par rapport à la culture russe. Un pays qui est le plus grand du monde, qui partage une multitude d'ethnies, d'origines, de tribus, et qui plus est une jeune démocratie, au même titre que l'Ukraine. Pensez-vous, m'interroge-t-il, qu'il puisse y avoir un jour un mouvement d'émancipation des vieilles nations européennes face à l'Europe technocratique et américaine? Bien sûr que oui, au plus tôt que nous le pensons. Ça, c'était en 2016, je ne sais plus quelle année. Donc si c'était Hollande, c'était avant 2017. Bien sûr que oui, au plus tôt que nous le pensons. Un jour, Margaret Thatcher m'avait dit « On s'est débarrassé des commissaires à l'Est, ce n'est pas pour obéir à d'autres commissaires à l'Ouest. Bientôt ce système oligarchique va s'effondrer. Mort, et il faudra bâtir la grande Europe confédérale. » C'est le bon sens, reprit Vladimir Poutine. Helmut Kohl et François Mitterrand nous l'avaient secrètement proposé après la chute du mur de Berlin. Mais les Américains veillaient. Ils voulaient que l'Europe passe de l'atlantisme au mondialisme. De Gaulle, lui aussi, avait proposé la grande Europe. Il avait même prédit « Un jour viendra où la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. » Préparez-vous, Monsieur le Président, votre projet de grande Europe sera bientôt à l'ordre du jour. Alors Vladimir Poutine, qui connaît ses classiques d'un geste et d'une main, m'interrompit, il me dit « Oui, oui, l'Europe de l'Atlantique à l'oral. » Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. J'ai été un homme politique, je ne le suis plus. Ma parole est libre, je suis entré en politique par effraction et j'en suis sorti avec le dégoût. Le désastre ne peut plus être maquillé. Partout monte chez les Français le sentiment de dépossession. Nous sommes entrés dans le temps où l'imposture n'a plus ni ressources ni réserve. La classe politique va connaître le chaos, il n'y a plus ni précaution à prendre, ni personne à ménager. Il faut que les Français sachent, en conscience, j'ai jugé que le moment était venu de dire ce que j'ai vu. Voilà ce que disait un petit peu, je dirais, l'essence même de ce que une personnalité comme De Villiers pouvait dire à l'époque. Ça ne l'a pas empêché de fricoter quand même avec Macron par la suite. Les États-Unis et leur toutou se sont trompés dans leurs sanctions et leur réelle opportunité d'exclure la Russie de leurs approvisionnements en technologie et en matières premières. Puisqu'aujourd'hui, avec la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le gaz et le pétrole russes sont en fleurs. Les fruits vont bientôt mûrir. La Russie fournit 90% du palladium pour l'électronique mondiale. La Russie fournit 80% des substrats uniques en saphir pour les microcircuits. C'est une technologie russe unique. La Russie détient plus de la moitié des brevets de projets Airbus et en fournit la moitié des matériaux. L'acier russe est le matériau principal de l'Europe qui ne peut remplacer par rien.
Les Arabes ne soutiendront pas leurs propres intérêts. Pour le moment, ils sont très satisfaits du prix du pétrole. Ils ne refuseront pas une telle pluie dorée. Les États-Unis n'ont rien à offrir en échange d'un tel cadeau du destin. En effet, si les pays arabes sont plus ou moins conciliants du fait du protectorat américain et du pétrodollar, il n'en reste pas moins que chez les talentueux économistes du monde arabe, ils le savent que la puissance et l'hégémonie américaine, les jours sont comptés, et qu'il va falloir penser à un remplacement du pétrodollar. Mais, en effet, là nous sommes à un moment charnière pour savoir si la Russie, avec la Chine, vont réussir à tenir bon, vent debout, contre l'agression de l'empirisme atlantiste américain. La Chine est prête à acheter tout le pétrole et le gaz russe. Les acheteurs en Europe ne nous intéressent plus par principe. Cette opération militaire permettra à Poutine de résoudre toute une série de problèmes internes. Le problème avec les banques centrales de Russie, qui étaient sous le contrôle total de la Réserve fédérale américaine, sera enfin résolu. Toutes les structures, compradors, dans les affaires russes seront rendues inoffensives. La Russie va vraiment commencer à se développer. Vous ne pouvez même pas imaginer quelles technologies la Russie possède et qui peuvent être développées. L'Occident ne sait même pas comment il s'est éloigné de nous. Ils ne savent même pas comment faire. Le paradigme technologique et scientifique complètement différent est intégré dans la plupart des futures technologies russes. La politique pro-occidentale de nos oligarques sera terminée. La Russie a une réelle chance de commencer son développement rapide et actif. Les États-Unis ont officiellement fait savoir qu'ils avaient un plan pour remplacer Zelensky. Il reste pour eux comme un possible sacrifice, un fusible. Ils n'ont plus besoin de lui. Un impuissant clown qui ne sait jouer du piano qu'avec son pénis, en référence à la vidéo. Une vraie guerre moderne est une guerre de destruction et de nettoyage total et ultra rapide du territoire. La Russie ne se fixe pas un tel objectif. C'est une situation unique où l'agresseur présumé considère la population civile du pays comme son peuple et essaie de le protéger au maximum. Les geeks nazis font autrement. Ils détruisent leur propre peuple. Les États-Unis et l'Occident ont besoin d'un nouveau paradigme politique et de nouveaux buts et objectifs pour le XXIe siècle. Sinon, ils se verront confrontés à une extinction et à une dégradation complète. Biden n'est pas un bon politicien. Il vit au XXe siècle, il n'a pas de nouvelles idées et ne comprend rien au véritable avenir des États-Unis et du monde entier. C'est triste. Le partenaire général de la boutique financière Matrix Capital, Pavel Teplukin, estime que l'industrie russe s'attend une prospérité encore plus grande. Il commence ainsi la situation. La bulle high-tech doit éclater et les entreprises qui représentent le secteur manufacturier devraient dépasser les segments hype en termes de croissance. En ce sens, compte tenu de la structure actuelle de l'économie, nous devrions également être généralement en avancée sur le pays développé en termes de taux de croissance qui ont largement grimpé sur un battage médiatique de haute technologie. La Russie aura donc plusieurs années de bonnes perspectives économiques devant elle. Et là-dessus, on peut dire que là, il n'y a pas de fantasmagorie, il n'y a pas d'illusoire. En effet, aujourd'hui, un grand nombre de pays émergents trouvent beaucoup plus d'intérêt à travailler avec la Russie qu'avec les Américains. Tout simplement parce que les Américains, à part débouler avec leurs gros chars et leurs grosses logistiques quand il y a des problèmes, le reste du temps, ils s'arrangent toujours pour prendre 90% d'intérêt et laissent 10% aux ceux qui sont au pouvoir, qui ne font pas de répercussions d'ailleurs dans l'économie réelle. Les États-Unis imposent une interdiction de fournir à la Russie des produits électroniques produits dans n'importe quel pays du monde utilisant les technologies américaines. Selon les estimations préliminaires, les plus grandes marques Apple, Samsung, Xiaomi perdront environ 10 milliards de dollars par an. Et qui plus est, renforcer les coopérations de développement technologique
à la fois russes, mais aussi chinoises. Aujourd'hui, les Chinois ont des technologies qu'ils peuvent très bien mettre à disposition de la Russie et elle-même, pendant ce temps-là, développer ses propres technologies. En réponse, le gouvernement russe envisage d'arrêter les ventes de néon à l'Occident. D'une part, ce gaz n'est qu'un sous-produit de l'industrie métallurgique, mais il est nécessaire pour les lasers des scanners lithographiques, pour la production des chips, puces électroniques. Chips, en anglais, c'est puces. 90% du néon arrive aux États-Unis depuis l'Ukraine, mais là, il était seulement nettoyé. Les mines sont en Russie. Le groupe de recherche TechSet a publié un rapport indiquant que les fabricants de semi-conducteurs sont fortement dépendants des matières premières russes. Dans le contexte de situation géopolitique actuelle, la Maison-Blanche a exhorté les entreprises à rechercher des fournisseurs alternatifs de matériaux, dont le néon. Ceci est rapporté par Reuters. Cependant, les trouver ne sera pas facile. Les lignes sont déjà saturées pour les années à venir. De plus, beaucoup se trouvent en Chine, qui fait également l'objet de sanctions. L'usine de Voronezh est un leader dans la production de presses lourdes pour l'industrie automobile, presse TMP, avec une force de 4000 tonnes. Leur part sur le marché mondial est de 50 à 60%. En 2013, Tianmec Press, Press, je vais y arriver, a fabriqué la première presse à forger à chaud au monde avec une force de 16,5 000 tonnes. Il n'y en a que 2 analogues, en Allemagne et au Japon. L'usine Forge de Courcelles, près de Paris, a acheté 7 presses TMP pour l'aboutissage des vilebrequins des moteurs Audi, Volkswagen et Mercedes. Là, ils vont attendre. Les machines TMP fonctionnent également dans les usines de Renault et Peugeot, Toyota, Mitsubishi, Samsung, Tata Motors. Un autre sujet explosif est le fait qu'un programme d'armes biologiques militaires est mis en œuvre en Ukraine, financé par le Pentagone. Comme Igor Komenychko l'a récemment rapporté, le ministère de la Défense a reçu des documents d'employés de ces biolabs sur la destruction d'urgence le 24 février d'agents pathogènes à l'origine de diverses maladies, choléra, anthrax, peste, tularemie et d'autres. Cela a été fait afin d'empêcher la divulgation des faits de violation par l'Ukraine et les États-Unis de la Convention de l'interdiction des armes biologiques et toxines. Et donc d'ailleurs, on a retrouvé un document qui est ressorti où Obama était parfaitement au courant et même a motivé ces programmes. Les médias russes tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme sur les nombreux laboratoires de biologie militaire en Ukraine. Il en existe une trentaine, supervisés par la Defense Threat Reduction Agency américaine. Je rappelle, nous avons Victoria Nuland qui avait, devant la commission, dit ouvertement qu'elle était inquiète sur le devenir des laboratoires. Pour cause. Sauf que il paraît que non, c'est faux. C'est une désinformation de la Russie. Le porte-parole du département américain, Victoria Nuland, justement, vous voyez, j'en parlais. S'exprimant lors d'auditions au Sénat américain, a admis avoir fait des efforts conjoints avec les parties ukrainiennes pour empêcher que tout le matériel lié à ces études bioarmes ne tombe entre les mains des troupes russes. Pendant ce temps, des responsables russes et chinois demandent des explications aux États-Unis sur les activités de 336 laboratoires biologiques déployés par le Pentagone dans 30 pays. Les Américains ont visiblement joué trop fort, imposant aux autres leurs propres règles inacceptables pour le monde libre, estimant que la loi n'est pas écrite en ce qui concerne leur hégémonie. Le vice-président du Conseil de la Fédération, Konstantin Kodsachev, prédit que l'heure ne sera pas loin pour que les preuves de soutien occidental aux structures néo-nazies en Ukraine seront établies. Elles sont déjà établies. Bon, après le reste, je ne vais pas vous faire tout le descriptif, parce que de toute façon, je vous mettrai le lien qui concerne aussi armes génétiques contre les Slaves,
Vous verrez, c'est vraiment très très instructif. Ce qui prouve que cette guerre en Ukraine, elle n'est pas qu'une simple guerre, je dirais, de l'envie ou de la passion d'un président russe de vouloir récupérer ce qui appartenait à la Russie, ce qui appartenait à l'Union soviétique fut un temps. C'est en effet, comme je vous l'avais dit, un coup de poing sur la table. C'est-à-dire qu'à force, peut-être, je dis bien peut-être, que Poutine se soit fait cracher dessus pendant 2 décennies, eh bien aujourd'hui, en faisant cette provocation, en faisant cette guerre, condamnable, mais condamnable en apparence, mais en réalité, sur le fond, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate tout simplement que cette guerre est en train de faire remonter toute la merde que les Occidentaux, que les Atlantistes, que les Américains avaient planquée sous le tapis pour programmer finalement l'asservissement des peuples. Le monde unipolaire. Alors certes, comme tous ces jeux d'échecs, des vies sont en jeu, des innocents meurent, des civils. Mais notre propre barbarie, notre instinct primitif de conquête, de possession, de contrôle, tant que nous n'arriverons peut-être pas à trouver le juste équilibre d'un système qui empêchera ces gens d'accéder au pouvoir et de prendre les commandes de nos organisations, de nos corporations, de nos entités, de nos nations, eh bien malheureusement, des guerres en Ukraine, il y en a eu et va y en avoir encore. Sur ce, à méditer. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et que puis-je vous dire de bien vous porter et bon courage pour dimanche.